Bonjour tout le monde, je m'appelle Sean Devine, coordinateur du département de location chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour notre webinaire de ITM Université. Sujet d'aujourd'hui, les principes de base de la détection de gaz potable avec BW. Nous vous demandions de bien vouloir couper le son de votre microphone. Notre présentation durait environ 40 à 45 minutes. Puis, nous aurons le temps à la fin pour les questions et les réponses. Nous vous encourageons à poser des questions à tout moment. Utilisez simplement la fonction de chat et nous répondre à votre question à la fin de la période de questions et réponses. ITM Instruments et BW travaillant en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de BW au Canada. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir nos expertises de produits, nos services et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Serge Labrec de BW. Serge, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sean. Merci à tout le monde d'être ici ce matin. Mon nom est Serge Labrec. Je représente le manufacturier BW Technologies par Noël. Bienvenue à cette présentation de base sur la détection de gaz portatif. Qu'est-ce qu'on a à l'agenda, en fait, aujourd'hui? On va parler, bien entendu, de réglementation. Donc, quelques points de rappel en espace clos et bien entendu l'utilisation de détecteurs de gaz portables. On va adresser aussi c'est quoi les fonctions principales d'un détecteur de gaz en fait portatif, le port d'un détecteur de gaz, mise en fonction d'un détecteur de gaz portable, en ce qui a trait à la fonction auto zéro lors de la mise en marche, ça c'est très important. On va parler aussi de quelques applications types d'un détecteur de gaz en fait portatif. Quels sont les seuils d'alarme programmés dans un détecteur? Quelques techniques d'échantillonnage avant d'entrer en espace clos. On va adresser aussi qu'est-ce qu'on doit faire lors de situations d'alarme lorsqu'on est en espace clos. On va aussi en fait parler de quelques contaminants potentiels à éviter pour les capteurs qui sont introduits dans les détecteurs de gaz. En fait, la calibration versus un test de fonctionnalité ou un bon test, c'est quoi la différence? Donc, ça, c'est important aussi de bien comprendre parce qu'il y a une bonne différence à ce niveau-là. On va aussi adresser l'utilisation d'une station automatisée pour effectuer les tests de calibration ou bon test journalier versus une station, en fin de compte, ou en fait versus la façon de procéder manuellement. On va parler, bien entendu, de la maintenance, du nettoyage et du service qu'on doit faire ou qu'on doit considérer sur un détecteur de gaz. Et bien entendu, quelques trucs, si on veut, au niveau de conditions climatiques extrêmes. Et à la fin, on va prévoir une période de questions, bien entendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Canada, chaque province a ses normes. OK? Donc, ici au Québec, par exemple, c'est les normes qui sont reliées avec la CNESST, bien entendu. Quand on parle des normes, c'est que oui, il y a des normes pour les travaux en espace clos pour respecter, mais il y a aussi des normes au niveau des conditions d'alarme ou des seuils d'alarme programmés. Donc, c'est important de comprendre que quand on est d'une province à l'autre, les seuils d'alarme peuvent être en fait amenés à être changés. OK? Dans un espace clos, OK, c'est bien entendu l'espace, en fait, l'employeur, OK, se doit d'identifier les risques potentiels d'exposition au gaz ou danger atmosphérique. Il faut informer et former les travailleurs sur les risques potentiels. Prévenir et empêcher toute personne non autorisée à pénétrer dans un espace clos. Et bien entendu, ça prend la présence d'un surveillant en tout temps qui est formé pour procéder d'évacuation d'urgence. Donc, c'est un peu ce que les normes, en fait, québécoises dictent, OK, lorsqu'on travaille en espace clos. Des espaces clos, il y en a, bien entendu, plusieurs types aujourd'hui. La caractéristique d'un espace clos, ça se définit en 3 courtes définitions. C'est un espace de travail qui est suffisamment grand pour permettre à un des travailleurs d'y pénétrer. Il n'est pas conçu pour une occupation permanente des travailleurs et il y a une entrée ou sortie restreinte des lieux.
Donc, des exemples qu'on a, bien entendu, qu'on peut voir dans les photos ci-jointes. Plus bel exemple qu'on peut avoir, c'est un trou d'homme. OK? C'est considéré effectivement comme un espace lourd. Dans un espace lourd, premièrement, oui, la plupart des... en fait, on doit avoir un permis d'entrer en espace lourd. Le permis doit être établi selon les normes. Donc, le permis doit être développé aussi par les gens qui doivent travailler en espace lourd. Okay? Les gens qui sont responsables de la santé et de la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans un espace lourd, c'est que c'est une atmosphère qui est dangereuse. C'est une atmosphère qui est inconnue. Donc, on ne connaît pas, OK, quels sont les gaz, OK, ou quels sont les risques qui sont reliés, en fait, dans un espace lourd. Il faut comprendre aussi que ça peut être des murs qui sont inclinés dans l'intérieur. Ça peut aussi, bien entendu, contenir tout autre danger grave pour la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en espace clos, oui, ça prend un permis, ça prend aussi un surveillant qui est à l'extérieur constamment, qui va prendre des mesures, mais aussi ce que ça prend, c'est qu'il faut comprendre que il faut réellement penser à une ventilation en fait adéquate, OK, pour évacuer tout gaz potentiel qui pourrait survenir. Quelques exemples typiques qu'on a au niveau des espaces lourds, bien entendu, on a des réservoirs de stockage, des récipients de traitement, des chaudières, des égouts, des tunnels, des caves utilitaires souterraines, des pipelines, des drains pluviaux. Autrefois, les espaces lourds, c'était assez restreint, étant donné que la définition n'était pas complètement bien définie, OK, au niveau d'un espace lourd. Donc, on avait, bien entendu, la plupart des espaces lourds, c'était principalement en fait un trou d'homme. Mais comme vous pouvez voir, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espaces clos qu'on peut penser parce que tout simplement, ça répond aux 3 critères qu'on a mentionnés ici. OK? Donc, les 3 critères, c'est de suffisant grand pour permettre à des travailleurs d'y pénétrer, etc. Donc, bien entendu, ça peut être dû à des travaux qu'on peut faire dans un espace lourd au niveau de la soudure, de la peinture, des graissages, du grattage, du sablage, du déblaiement ou tout simplement de l'inertage. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque procédure peut amener son niveau de risque, en fait, qui peut se retrouver dans un espace lourd. Quelques rappels importants ici. Toujours porter un détecteur de gaz proche de la zone respiratoire. Donc, c'est pour ça que la plupart des détecteurs sont munis d'une clip alligator pour être qui soit porté au niveau de la zone respiratoire. Un détecteur de gaz ne se porte pas au niveau de la ceinture ni au niveau de la jambe, simplement parce que ce qu'il faut penser, c'est que si un gaz, exemple, est plus lourd que l'air, ça va se traduire à une déficience en oxygène et une déficience en oxygène, bien entendu. Donc, dans le fond, ça va se sentir, bien entendu, au niveau de la zone respiratoire et non au niveau de la ceinture, en fait, etc. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y a aucune interférence radio externe, OK, qui peut nuire au bon fonctionnement du détecteur. Donc, quand on travaille un espace clos, la plupart du temps, les travailleurs sont munis de radio. Donc, il faut réellement s'assurer avant tout qu'il n'y a pas d'interférence, OK, avec les détecteurs de gaz. Est-ce que l'environnement de travail permettra aux travailleurs de percevoir les alarmes? Okay? Donc, détecteur de gaz, OK, on a toujours, bien entendu, une alarme audible, visible et vibrant. Donc, normalement, lorsque l'appareil va avoir un niveau d'alarme, toujours les 3 alarmes vont être enclenchées simultanément. Les 2 fonctions principales d'un détecteur de gaz, okay, c'est bien entendu, c'est un EPI, donc un équipement de protection individuelle, au même titre qu'un chapeau de sécurité, qu'un harnais de sécurité, qu'une protection respiratoire. Donc, en somme, un détecteur de gaz, c'est un équipement de protection individuelle qui va protéger les travailleurs de conditions potentiellement à risque pour leur santé et leur sécurité, selon la plupart du temps 2 toxiques, l'hydrogène sulfureux et le monoxyde de carbone, et bien entendu l'oxygène, une déficience ou un enrichissement, et bien entendu aussi les combustibles, les gaz combustibles. Mais aussi, un détecteur de gaz, c'est un enregistreur de données. Donc, tous les détecteurs sur le marché sont des EPI, mais aussi, on va penser au concept de boîte noire. Donc, l'enregistreur de données va nous permettre effectivement d'aller chercher de l'information pré-accident. Pour exemple, savoir s'il y a eu une exposition, qu'est-ce qui s'est passé quelques heures, OK, ou en fait, avant l'exposition,
de façon à ce qu'on puisse analyser l'évolution de la contamination, etc. Donc ça, en fait, sachez que c'est réellement les deux fonctions principales d'un détecteur de gaz. C'est non seulement un EPI, mais c'est aussi un enregistreur de données. Il faut toujours démarrer un détecteur de gaz portatif dans un milieu sain et non potentiellement contaminé. La raison est simple, c'est que la plupart des détecteurs de gaz ont une fonction automatisée lors du démarrage qui fait en sorte que l'appareil va, bien entendu, faire une remise à zéro des capteurs H2S, CO et, en fait, des combustibles, des capteurs LEL, lors du démarrage. Donc, c'est sûr que, ceci dit, est-ce qu'on doit démarrer un détecteur de gaz une fois rendu dans l'espace clos? Bien entendu, la réponse est non. Est-ce qu'on doit démarrer un détecteur de gaz dans un garage ou un endroit où il y a des chariots élévateurs qui se promènent? Effectivement, c'est non. Il faut toujours s'assurer, la plupart du temps, de démarrer un détecteur de gaz dans un milieu qu'on sait qui est potentiellement sain. Okay? Et bien entendu, dernière question, est-ce qu'on veut voir si le détecteur de gaz est en bonne fonction et je vais simplement, en fait, le présenter en arrière d'un exhaust d'automobile? La réponse est non, bien entendu. Rappelez-vous, c'est un EPI, c'est pas réellement un sniffer, OK, qui va réellement, parce que le capteur CO, il y a une limite, 0,500 ppm la plupart du temps. Donc, c'est sûr que si on va mettre notre détecteur en arrière d'un exhaust d'automobile, fort probablement que notre capteur CO va, en fait, être sérieusement affecté. Quand on parle des conditions climatiques extrêmes, qu'est-ce qu'il faut comprendre, comme j'indiquais tantôt, c'est qu'un détecteur de gaz, premièrement, ça ne se laisse pas dans un véhicule automobile à moins 40 toute la nuit lors de conditions d'hiver. Oui, ben parce que, bien entendu, les capteurs, ce sont des capteurs électrochimiques. Capteurs électrochimiques, c'est pratiquement du liquide ou du gel, OK, qu'il y a à l'intérieur des capteurs. Donc, un détecteur de gaz, ça doit être toujours conservé normalement la plupart du temps dans des conditions normales, soit entre 20 à 25 degrés. Ça, c'est les conditions, bien entendu, en fait, d'entreposage. OK? Les appareils sont faits pour travailler à des conditions moins 40, OK, à plus 40 degrés ou moins 50 à plus 40 degrés. Quand l'appareil est en fonction, donc l'appareil est en fonction, on peut effectivement travailler à n'importe quelle température jusqu'à moins 50 degrés. Mais lorsque l'appareil n'est pas en fonction, il faut éviter de le laisser dans un véhicule automobile toute la nuit dans des conditions moins 25, moins 30. L'inverse aussi est la même chose. On ne laisse pas non plus un détecteur de gaz toute la journée dans un véhicule automobile quand il fait 38 degrés dehors et les fenêtres fermées. Donc, ça peut, en fait, effectivement, endommager votre capteur. Conditions climatiques extrêmes, pourquoi je l'adresse ici? C'est parce que, en considérant, comme j'ai mentionné, que lors du démarrage d'un détecteur de gaz, l'appareil va faire une remise à zéro. Donc, l'appareil va remettre ses capteurs à zéro au niveau H2S, CO et en fait LEL. Il va calibrer son capteur d'oxygène à 20,9, donc dans des conditions climatiques normales, à des conditions 20 degrés. Ceci dit, quand ça c'est fait, on va effectuer, exemple, le test de fonctionnalité. Quand le test de fonctionnalité ou le band test est réalisé avec succès, l'appareil peut être fermé. Et bien entendu, ce qu'on recommande, c'est d'amener le détecteur avec nous à l'extérieur, à des conditions moins 30, le laisser 5 ou 6 minutes, OK, pour se stabiliser à cette température-là. Et là, on va réouvrir le détecteur. Donc, en réouvrant le détecteur de gaz, l'appareil va bien entendu se réajuster ses zéros et réajuster son capteur d'oxygène à 20,9 à des conditions moins 30. Donc, la différence de température entre le 20 degrés et le moins 30, soit 50 degrés, mais à ce moment-là, en refaisant une remise à zéro automatique, ça devrait à ce moment-là éliminer les drifts potentiels. Qu'est-ce qu'on voit aussi, bien entendu, surveiller et ventiler en continu, comme j'ai mentionné. Ça, c'est plus pour le surveillant. On doit toujours, bien entendu, faire un enregistrement ou faire un échantillonnage pré-entrée. Donc, ça, c'est réellement pour s'assurer que les conditions atmosphériques ne sont pas toxiques ou dangereuses pour la santé et la sécurité. Donc, c'est très important. Pour faire ces mesures-là,
On va utiliser, bien entendu, la plupart du temps, ce qu'on recommande, c'est en fait, d'utiliser un détecteur de gaz muni d'une pompe motorisée intégrée. Au lieu de travailler avec un détecteur de gaz qui travaille en mode diffusion, on va voir la différence dans quelques instants. Mais dans les deux cas, ce qu'on voit ici présentement, c'est des appareils qui sont munis d'une pompe motorisée intégrée, ce qui veut dire qu'on a l'appareil dans les mains ou le détecteur et on descend le tube, OK, pour aller échantillonner à distance. La plupart des appareils peuvent aller de 60 à 75 pieds d'échantillonnage. Tout ce qu'on a respecté à ce moment-là, c'est un 3 secondes par pied et bien entendu un 45 secondes de stabilisation finale. Ça se réduit ainsi. Si je sais que j'ai environ 20 pieds de tube, ben, je vais envoyer mon tube à l'intérieur. Je vais mesurer, je vais attendre 20 pieds fois 3 secondes, donc soit 60 secondes plus 45 secondes. 45 secondes, ce qui veut dire que environ 2 minutes avant de prendre ma première lecture. Donc, ce que j'ai dans les mains, mon appareil, je l'ai dans les mains, ça veut dire que là, j'ai été échantillonné et ce que j'ai, les lectures que j'ai, c'est les lectures en temps réel. Donc, ça, c'est important de bien comprendre ces techniques-là. Pourquoi qu'on fait ça? Ben, c'est parce que, bien entendu, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un espace clos, OK, en fait, les gaz ont certaines propriétés. Donc, certains gaz sont plus lourds que l'air, certains gaz sont plus légers que l'air, et bien entendu, ça peut se disperser. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, lorsqu'on parle en fait, de méthane, OK, bien entendu, le méthane fait en sorte, OK, que c'est un gaz qui est plus léger que l'air, donc va souvent se retrouver dans le haut de l'espace clos. Exemple, l'hydrogène sulfureux, du H2S, c'est un gaz qui est plus lourd que l'air. Donc, lui va toujours se retrouver dans le fond, OK, de l'espace clos. Et bien entendu, exemple, le monoxyde de carbone, il a exactement la même densité que l'air. Donc, le monoxyde de carbone, lui, il va se retrouver pratiquement à tous les niveaux. C'est pour ça que c'est important de faire un échantillonnage à quelques niveaux. On dit, bien entendu, à tous les 4 pieds. Ce qu'on recommande, c'est minimum, OK, trois échantillonnages. On va y aller dans le fond, on va y aller au milieu, puis on va y aller sur le dessus. Donc, au minimum, 3 échantillonnages, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'on a bien entendu au niveau des risques, OK, danger, comme j'ai mentionné, quand on travaille dans un espace clos, au minimum, on doit adresser, OK, en fait, une déficience ou un enrichissement en oxygène. Donc, ça, c'est très important. Bien entendu, on doit mesurer aussi les gaz combustibles ou les gaz flammables, mais aussi les contaminants toxiques, donc comme le H2S ou le CO. Donc, ça, il faut faire attention avec ça. C'est la plupart du temps les 4 gaz de base qu'on va trouver lorsqu'on travaille en milieu clos. Qu'est-ce qu'on a bien entendu, c'est que ça prend un plan d'évacuation d'urgence. Donc, avec le surveillant, bien entendu, on doit revoir les procédures d'entrée en espace clos, on doit revoir le permis d'entrer en espace clos. Le surveillant doit, bien entendu, effectuer ces 3 mesures avec un appareil muni d'une pompe intégrée, si possible. Et bien entendu, donc, quand que tout est confirmé, bien à ce moment-là, en fait, comme le surveillant, OK, a eu une formation additionnelle, OK, pour travailler un espace clos, soit au titre de récupération, bien, le surveillant ne doit jamais entrer dans un espace clos avant l'arrivée de secours si jamais il arrive une situation. Qu'est-ce qu'il faut se souvenir aussi, bien entendu, comme j'ai mentionné, l'échantillonnage pré-entrée. Il faut travailler avec des appareils munis d'une pompe motorisée, une pompe intégrée. Et bien entendu, à droite, ici, on a des exemples de détecteurs qui travaillent en mode diffusion, ce qui veut dire simplement que ces détecteurs-là ne sont pas munis d'une pompe intégrée. Donc, la pratique qu'on voyait souvent, OK, c'est que les travailleurs descendaient le détecteur avec une corde. Ce n'est pas la meilleure façon. Je ne dis pas que c'est pas une mauvaise façon, mais c'est pas la meilleure façon. Pourquoi? Parce que, tout simplement, en fin de compte, on n'a pas la lecture en temps réel dans les mains. Ce qu'on va suggérer à ce moment-là, au minimum, c'est d'avoir un système manuel à poire pour être capable de pomper l'échantillonnage, OK, vers le détecteur en tout temps et toujours conserver le détecteur dans les mains afin de procéder à, en fait, nos lectures. Serge, juste pour dire, on a coupé votre vidéo pour le moment, juste votre webcam.
Puis on va les synergiser à la fin pour les questions. OK, pas de problème. Merci. Donc, pour continuer, bien entendu, OK, quelques risques ou quelques dangers. On va aussi parler de quelques applications, en fait, potentielles. C'est bien entendu, OK, le travail des détecteurs de gaz consiste à détecter les changements dans la concentration d'oxygène, donc un enrichissement ou, en fait, un appauvrissement en oxygène. Présence de phase, OK, de danger de phase gazeuse toxique. Bien entendu, tantôt, j'ai parlé du H2S et du CO, de l'hydrogène sulfureux et bien entendu du monoxyde de carbone. Ça, c'est un cas de gaz typique qu'on va retrouver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les besoins, on peut avoir effectivement d'autres types de gaz, soit l'ammoniac, le dioxyde de carbone, le chlore, dioxyde de chlore, l'oxyde d'éthylène, formaldéhyde. Donc, tous ces gaz-là, la plupart, on a des capteurs spécifiques qui peuvent être introduits, soit dans une version monogaz ou dans une version, bien entendu, 5 gaz. Okay? Donc, on a toujours des possibilités de rajouter des capteurs selon nos besoins spécifiques. Mais en général, 90% des détecteurs de gaz vont être utilisés pour, en fait, l'espace clos. On parle de 4 gaz, tout simplement, comme je l'ai mentionné, l'oxygène, les gaz combustibles, monoxyde de carbone et l'hydrogène sulfureux. Je vais vous donner en fait un aperçu ici, comme vous voyez, danger au risque courant par industrie, par type d'industrie. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a toute une gamme d'industries et bien entendu, ils ont des besoins spécifiques en matière de détection de gaz. Et avec ça, bien entendu, on voit tous les gaz qu'on a nommés en fait ici précédemment. OK? Donc, on voit réellement que chaque type d'industrie a bien entendu des besoins spécifiques en matière de détection de gaz. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que selon vos besoins, il faut voir à ce moment-là en fait, quel produit est le plus compatible pour votre application. Dans l'air ambiant, ici, qu'est-ce qu'on a? OK, donc une bouffée d'air frais, comme je mentionnais tantôt, c'est simplement que nous avons 20,9% d'oxygène dans l'air respirable qu'on a présentement. Bien entendu, on n'a aucun gaz toxique, aucune présence de gaz toxique et bien entendu, on n'a aucune présence de gaz combustible. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt. Lors du démarrage d'un détecteur de gaz, il faut s'assurer d'être dans un milieu qui est sain. Donc ça, c'est très important, compte tenu que les détecteurs, la plupart des détecteurs, lors de la mise en fonction, vont procéder à une remise à zéro. Donc, ça, c'est une importance, si on veut, de toujours se souvenir de démarrer un détecteur de gaz dans un milieu qui est clos. Okay? Ici, on avait une vidéo, bien entendu, que malheureusement, je ne peux pas, si je peux peut-être faire slideshow, je vais regarder from current slide. OK, c'est comme on va essayer de la présenter ici. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment, en fait, une expérience, qu'on a vue. OK, puis à ce moment-là, on voit que c'est possiblement du méthane. OK, donc il faut être très vigilant, OK, en fait, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a bien entendu, c'est que on a des mesures de gaz combustible. Quand on parle de gaz combustible, OK, la plupart du temps, ça va être du méthane, OK, du gaz naturel ou communément appelé du CH4. On est très conservateur au niveau des points ou des seuils d'alarme qu'on va programmer dans un détecteur de gaz. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout gaz combustible a des propriétés au niveau de ce qu'on appelle la LEL, la Lower Exposure Limit, ou la limite inférieure d'explosivité, et a aussi, bien entendu, une propriété pour la UEL, Upper Explosive en fait, Limit, ou limite supérieure d'explosivité. Le danger, est toujours situé entre, la limite inférieure et la limite supérieure. C'est là que le danger est le plus élevé. En bas de la limite inférieure, le mélange air-gaz est trop pauvre, donc il y a moins de risques ou il n'y a pratiquement pas de risque de combustibilité ou d'explosivité. En haut de la limite supérieure d'explosivité, bien entendu, le mélange est beaucoup trop riche, il y a beaucoup trop de gaz pour la quantité d'air, donc à ce moment-là, il n'y a pas de risque non plus d'explosivité. Mais ce qu'il faut comprendre,
c'est qu'on peut être, par exemple, dans un milieu où on est beaucoup trop riche, beaucoup en haut de la limite supérieure d'explosivité. Juste le fait d'ouvrir une sortie ou une entrée peut changer les conditions en fait atmosphériques très rapidement, en fait d'une façon soudaine. Et bien entendu, on peut se ramasser dans le risque, OK, de flammabilité. Donc, c'est pour ça qu'on est très conservateur à ce niveau-là quand on met des seuils d'alarme dans un détecteur de gaz. Quelques tips, si on veut, comme on voit, dans l'air qu'on respire, OK, présentement, on a dit qu'on a 20,9 ça c'est un milieu sain. Une déficience en oxygène au Québec, c'est traduit à 19,5 par volume et en bas. Un enrichissement d'oxygène, c'est traduit par, bien entendu, 23. Et non 23,5, ça c'est la norme au Québec. Partout au Canada, c'est 23,5. Ici au Québec, c'est 23 on est effectivement en fait en enrichissement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on atteint en bas de 19,5 et en haut de 23, les détecteurs de gaz, OK, vont effectivement tomber en alarme pour nous aviser de ces conditions-là. Bien entendu, au niveau des combustibles, on a 2 niveaux d'alarme. Très conservateur, comme j'ai mentionné un petit peu tantôt. On a une alarme instant bas et une alarme instant haut. Et bien entendu, au niveau des gaz toxiques, nous avons 4 niveaux d'alarme. On a les alarmes instant bas et haut, mais aussi, on a des alarmes qui sont reliées à la VENP, la valeur d'exposition moyenne pondérée sur un chiffre de 8 heures. Et bien entendu, on a la VECD, la valeur d'exposition de courte durée. Ça, c'est 15 minutes d'exposition, 4 fois par jour, espacé de 30 minutes au minimum. Donc, ça, c'est les normes VENP, VECD, qui se traduisent, bien entendu, par la TWA ou la STEL en anglais. C'est des normes, en fait, du Québec, OK, qu'il faut aussi, en fait, respecter lorsqu'on va programmer nos détecteurs de gaz. Qu'est-ce qu'on fait en situation d'alarme? Ben, écoutez, c'est assez simple. C'est qu'on avise des travailleurs, vous avez des détecteurs de gaz sur vous. Si jamais le détecteur se met à sonner, on ne regarde pas l'écran, on va immédiatement évacuer et on va aviser le superviseur de façon à ce que les changements atmosphériques soient faits et quand, bien entendu, avant la réintroduction des travailleurs, on va procéder à une réévaluation complète de l'atmosphère en fait de travail pour s'assurer que tout est en fait sous contrôle. Ici, là, je vais juste montrer dans le fond que pour toute une gamme d'applications, il existe bien entendu toute une gamme de produits qui sont disponibles par la plupart des manufacturiers. Donc, on a bien entendu du monogaz, qui est simplement un seul gaz. On a bien entendu des détecteurs qui ont 100 impenses. Donc, ça veut dire qu'ils vont durer pour 2 ans. On a des détecteurs, bien entendu, qui sont des 5 gaz. Et on a bien entendu des stations qu'on va voir dans quelques instants, les avantages d'utilisation. On a aussi, bien entendu, des trousses complètes en espace clos. Donc, ça aussi, c'est important parce que souvent, les gens, pour le surveillant, exemple, des trousses comme ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez tout ce que vous avez besoin dans une mallette pour procéder à des travaux en espace clos. Donc, vous avez le cylindre de gaz pour effectuer les tests de calibration, les bancs de tests, vous avez le régulateur, vous avez le détecteur est inclus, le chargeur, la sonde d'échantillonnage, etc. Donc, c'est des belles trousses que vous avez réellement tout compris, qui vous permet, si on veut, en fait, de transporter vos équipements sans les endommager. Les 5 questions typiques que vous devriez vous poser normalement, pour évaluer vos besoins. Ça aussi, c'est très important. C'est à savoir, est-ce que vous utilisez actuellement une détection de gaz portable et quelles sont les applications? Est-ce que vous travaillez simplement en espace clos? Donc, à ce moment-là, bien entendu, simplement l'espace clos, possiblement, ça va être un multigaz 4 gaz. Avez-vous des toxiques additionnels comme le chlore, l'ammoniac? À ce moment-là, on peut y aller soit avec un monogaz ou un multigaz 5 gaz. Est-ce qu'on a besoin d'un modèle avec pompe ou modèle avec diffusion? Donc, on se rappelle que le modèle avec pompe peut être utilisé autant en mode EPI qu'en mode échantillonnage, alors que le mode diffusion est plutôt porté au niveau de la zone respiratoire comme EPI, si on veut, au niveau, en fait, des travailleurs. Est-ce que j'ai besoin d'une station automatisée pour effectuer mes tests et ma gestion de ma flotte de détecteurs en toute conformité? Donc, ça, c'est des questions que vous devez vous poser et que, bien entendu,
vous pouvez effectivement, OK, en fait, travailler ça avec ITM, OK, pour être en mesure, OK, de répondre à vos questions et, en fin de compte, vous proposer les meilleurs produits pour votre application. Quelles sont certaines caractéristiques et avantages qui sont importantes pour vous dans un moniteur de gaz? OK? Comme je mentionnais tantôt, il y a plusieurs manufacturiers. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans le fond? C'est quoi la facilité d'utilisation? Hein? Je veux quelque chose qui est facile pour mes travailleurs. Je veux pas quelque chose qui va avoir multiples boutons. Je veux quelque chose de relativement simple, en fait, à utiliser. Est-ce que les détecteurs sont robustes? Est-ce qu'ils sont fiables? Quels sont les coûts de maintien annuels? Souvent, les coûts d'acquisition, c'est une chose, mais les coûts de maintien annuels, c'est aussi très important à considérer. Parce que quand on commence à avoir une flotte qui est un petit peu plus grosse, c'est là que les coûts de maintien annuels sont importants à considérer. Est-ce qu'il y a des capacités de connectivité? On va voir les possibilités. Quand on parle de connectivité, bien entendu, c'est pour le transfert d'informations, etc. Donc, on va parler de ça dans quelques instants, mais bien entendu, la troisième question, c'est quels sont vos plus grands défis en matière de surveillance atmosphérique? Est-ce que je veux être complètement conforme? Je veux la sécurité de mes travailleurs? Quelles sont les conditions en fait, environnementales où ce que les détecteurs vont être utilisés? Quel type de système de gestion en fait, que je vais utiliser? Est-ce que je vais faire mes tests de calibration, mes tests de fonctionnalité d'une façon manuelle ou je vais les faire d'une façon automatisée, conforme? Puis, bien entendu, c'est quoi l'importance d'une bonne tenue de dossier avec la capacité d'identifier la conformité des employés et les expositions au gaz? Rappelez-vous, la fonction d'un détecteur de gaz, oui, c'est un EPI, mais c'est aussi un enregistreur. Donc, à ce moment-là, on peut aller chercher des données ou collecter des données pour faire des analyses en fait, on dit pré-accident ou pré-exposition. Donc, ça aussi, c'est des choses que quand vous êtes en mesure de répondre à vos questions, vous êtes en meilleure position pour aller chercher le meilleur produit. Système de gestion, comme j'ai mentionné tantôt, on peut travailler d'une façon manuelle. Donc, façon manuelle, sachez que tout simplement, ça va vous prendre un cylindre de gaz et ça va bien entendu prendre en fait un régulateur au minimum. OK? On voit dans les années 58, OK, le système de gestion de détecteurs de gaz, OK, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'était réellement fait d'une façon manuelle. OK, donc, on est loin de l'ère, si on veut, de ce système-là. On va adresser maintenant quelque chose de très important, la calibration versus un bon test. C'est quoi la différence? Un bon test, aussi, on va parler de test de fonctionnalité. OK, donc, la différence, simplement, est simple, c'est que lorsqu'on effectue une calibration, normalement, OK, à des fréquences qui vont varier de 30 à 180 jours, OK, lorsqu'on effectue une calibration de nos détecteurs de gaz, on fait donc un étalonnage. Un étalonnage se fait, bien entendu, avec un étalon. Un étalon, c'est un standard qui est connu, qui est traçable, mais qui est non périmé. Il faut comprendre, c'est que quand on parle d'un standard, on va parler, bien entendu, d'un cylindre de gaz qu'on appelle ici un quad gaz. Donc, on a la chance de pouvoir avoir 4 gaz, OK, dans un seul cylindre. Donc, dans un cylindre de gaz qu'on va utiliser, il y a 25 ppm d'H2S, 100 ppm de CO, 50 LIE méthane et, bien entendu, il y a 18 par volume d'oxygène. Bon, quand on est en mode calibration, l'oxygène n'est pas en fait, n'intervient pas. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que mon capteur d'oxygène se calibre en même temps qu'on fait la remise à zéro. Donc, à tous les fois que je redémarre mon détecteur, mon appareil va faire sa remise à zéro des capteurs HES, CO, LEL, mais va aussi calibrer son capteur d'oxygène à 20,9 en utilisant un milieu qui est sain. Donc, lorsqu'on travaille une calibration, on fait bien entendu en fait, un étalonnage avec un étalon qui est un quad gaz qui est connu. C'est un standard qui est connu, qui est traçable et qui est non périmé. Non périmé, un cylindre de gaz a une durée de vie de 2 ans. Après 2 ans, ce qui se produit, c'est que la qualité ou la concentration du H2S devient très instable dans le cylindre. Donc, on doit effectivement remplacer ce cylindre-là.
Très important, ça, de toujours s'assurer qu'un cylindre de gaz qu'on utilise n'est pas périmé. Donc, ni plus ni moins, quand on fait une calibration, on fait donc un ajustement. On fait un test de précision. Donc, j'injecte 25 ppm de GES. Si ma lecture réelle est à 22 ppm, bien à ce moment-là, on va réajuster la lecture pour qu'elle lit exactement 25. Donc, vu qu'on a procédé d'une remise à zéro avant, on va aussi corriger la linéarité entre le 0 et le 25 ppm. Même chose est fait pour le CO, même chose est fait pour en fait le L. Donc, ça, c'est au niveau de la calibration. On fait un ajustement, on fait un test de précision. Un bomb test maintenant. Un bomb test, c'est tout autre. Quand on effectue un bomb test, OK, on injecte le même gaz étalon, OK, qu'on avait, OK, mais, OK, c'est qu'on s'assure que les 4 capteurs sont en bonne santé et qu'ils réagissent rapidement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est là que le 18% d'oxygène va être utilisé pour réellement clencher. OK? On se souvient que la lame base de l'oxygène, l'efficience est 19,5. Donc, en injectant 18%, en fait, mon capteur d'oxygène va effectivement tomber en alarme. Le tout doit se faire dans une période d'environ 10 à 15 secondes. Donc, un cycle de calibration, ça va durer à peu près 1 minute et demie. OK? Alors qu'un bomb test ou un test de fonctionnalité, bien entendu, va se faire en dedans de 15 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout simplement quand on fait un bomb test ou un test de fonctionnalité? C'est qu'on s'assure que dans le cas d'un 4 gaz, que mes 4 capteurs sont en bonne santé, qu'ils réagissent rapidement et que mes alarmes audibles visibles fonctionnent. Donc, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle un check en 6 points. Et, encore une fois, bien important, on ne fait pas d'ajustement lors d'un test de fonctionnalité ou d'un bomb test. On s'assure tout simplement que mon détecteur de gaz est en bonne santé et qu'il va faire ce qu'il est supposé faire comme un pays, protéger et, bien entendu, m'aviser si jamais j'ai effectivement une exposition au gaz, une exposition à des gaz combustibles. OK? L'analogie qu'on fait souvent, quand on effectue un bomb test, en passant, un test de fonctionnalité, comme j'ai mentionné, ça doit se faire avant chaque matin d'utilisation de l'appareil ou entre chaque changement de corps de travail ou entre chaque changement d'utilisateur. Pourquoi? On va voir dans quelques instants que certains capteurs sont susceptibles d'être empoisonnés. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'un bomb test, OK, on va faire ça avant chaque jour d'utilisation. Et comme j'ai mentionné que c'est un EPI tantôt, OK, au même titre qu'une protection anti-chute, une protection respiratoire, regardez bien l'analogie. La protection anti-chute, un harnais de sécurité, c'est quoi les recommandations? 2 recommandations. Le harnais doit être bien ajusté à la surface du corps du travailleur, mais le travailleur, normalement, devrait prendre 1 minute avant chaque utilisation pour s'assurer que son harnais est en bonne condition, qu'il n'y a pas de coupure, brûlure, écorchure au niveau du harnais. Donc, quand on fait cette inspection-là de notre harnais, on fait ni plus ni moins le bomb test de notre harnais de sécurité. Protection respiratoire, un peu la même chose. Lorsqu'on fait, en fin de compte, le test de pression positif-négatif, donc on bloque nos filtres, OK? Et on souffle dans notre respirateur ou dans notre partie faciale, on s'assure que l'étanchéité est bonne. C'est un peu comme faire le bomb test de notre protection respiratoire. Donc, c'est réellement pour s'assurer que mon EPI va faire ce qu'il est supposé de faire et qu'il est en bonne condition et qu'il répond rapidement. Donc, c'est ça la différence, dans le fond, entre une calibration et un bomb test. Écoutez, l'IntelliDocs, OK, bien entendu, ou les stations. L'avantage d'une station versus manuel, c'est que c'est réellement complètement automatisé. On a des logiciels de soutien qui sont sans frais, bien entendu. Et ça nous permet réellement de faire nos tests de calibration, tests de fonctionnalité ou bomb test, d'aller télécharger les données des détecteurs d'une façon conforme. Et bien entendu, c'est la meilleure solution qui est proposée pour une flotte, bien entendu, en fait, détecteurs de gaz. Mais on a effectivement différentes possibilités, en fait, à ce niveau-là. On a un logiciel de soutien que moi j'ai mentionné, qui s'appelle le Safety Suite Device Configurator. La plupart des manufacturiers ont leur logiciel de soutien bien à eux, bien entendu. Le Safety Suite Device Configurator est gratuit. Vous le téléchargez sur notre site web.
et ça nous permet, dans le fond, en fin de compte, d'une gestion de base. C'est sans frais, bien entendu. Et ça peut être installé sur votre PC, OK, de façon à ce que vous puissiez soit upgrader le logiciel, faire toutes sortes de changements au niveau de la programmation. Donc, c'est réellement quelque chose qui est conforme, qui vous permet la gestion de votre flotte. Bon, écoutez, bien entendu, là, le fait d'avoir une station, ça minimise les frais généraux de gestion, OK? Parce qu'on travaille maintenant avec un régulateur à la demande. Donc, ce qui veut dire qu'on a zéro perte de gaz. Donc, on a beaucoup d'avantages de travailler avec une station. Okay? Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi au niveau de connectivité? Bien, la plupart des détecteurs de gaz aujourd'hui ont plusieurs façons. Qu'est-ce qui s'en vient qui est très, très en demande maintenant? C'est la connectivité, si on veut, au niveau Bluetooth. Donc, les appareils peuvent être branchés avec des applications sur votre téléphone intelligent ou une tablette et peuvent effectivement être en communication constante. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs options sur le marché présentement. On peut aussi avoir un logiciel qui est sur cloud et bien entendu qui nous permet une gestion complète. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Prenez le temps de poser les bonnes questions et bien entendu pour avoir la meilleure application. Empoisonnement de capteurs, comme on disait tantôt, c'est très important à comprendre, c'est que le capteur LEL, c'est le capteur le plus susceptible d'être empoisonné. Donc, il faut essayer d'éviter des produits à base de silicone, okay, tels que les Armor All, les Gigaloot, WD-40, et bien entendu, parce que quand un capteur LEL est contaminé, malheureusement, il ne fait plus son travail. Donc, ça veut dire qu'il ne répond plus. Et bien entendu, c'est un gros risque. Il faut procéder au changement du capteur en question. Donc, ça, c'est pour ça qu'on fait un bon test principalement avant chaque utilisation, avant chaque changement de travailleur ou chaque changement de chiffre, pour s'assurer que l'utilisateur précédent n'a pas été empoisonné ou n'a pas été exposé à des produits. Okay? Pour la maintenance des détecteurs, on recommande d'utiliser un septicide. Okay? C'est un nettoyeur qui fait un très beau travail. On n'utilise pas, bien entendu, des solutions à base d'alcool, des solutions des nettoyeurs industriels. Il faut éviter ça le plus possible parce que ça peut effectivement avoir des incidences sur vos capteurs. Donc, quelques autres produits, bien entendu, pour le capteur LEL en passant, c'est tout ce qui est les produits qui sont énumérés ici. Mais en fait, c'est les lubrifiants à base de silicone. Donc, ça, c'est bien, bien important de considérer ça. Ça met fin à notre webinaire. OK? En dernier, si on veut, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons aussi des procédures spécifiques. Si vous avez besoin de ces procédures-là, avec la COVID-19, bien entendu, bien, on a sorti. J'ai ces documents-là en français, bien entendu. On a développé des procédures de décontamination des détecteurs, mais aussi des procédures de nettoyage. Encore une fois, merci. Ce que je vais faire, on peut arrêter la présentation. Je vais respecter le temps alloué aux questions. Si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir. Le temps pour vous, profitez d'avoir un expert comme Serge avec nous pour nous répondre à toutes vos questions. Pour poser votre question, s'il vous plaît, utilisez la fonction de chat. Veuillez noter que si vous avez des questions liées sur un produit spécifique, y compris des prix et disponibilité, nous vous encourageons à visiter notre site web itm.com. Vous y trouvez notre liste de produits, les prix, les spécifications techniques, disponibilité, ainsi que toutes nos coordonnées et les différentes façons dont vous avez besoin de vous connecter avec nous et notre équipe de support technique. Nous serons heureux de répondre à tous vos besoins et des questions. Et on a déjà une question. Michel demande, les capteurs pouvons-ils être installés par le client si vous voulez changer le type de capteur? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que dans la plupart des détecteurs de gaz aujourd'hui, si je peux, je vais adresser deux choses. Premièrement,
La première question, dans le fond, est-ce que le client ou l'utilisateur peut remplacer les capteurs eux-mêmes? La réponse est oui, en autant que, bien entendu, ce soit fait par quelqu'un qui a eu la formation adéquate pour faire ça. Et parce que quand on va remplacer un capteur, bien entendu, il faut procéder à une calibration. Donc, au minimum, on va exiger que ce soit fait par une personne qui est compétente. Donc, je ne dirais pas, je ne conseillerais pas, OK, à tous les travailleurs d'être en mesure de remplacer le capteur, mais il faut que ce soit fait par une personne compétente. On offre des formations à ce niveau-là, des formations de services spécifiques, parce que le détecteur doit être calibré par la suite. Un certificat doit être émis. Donc, encore une fois, deux façons. La façon la plus conforme, c'est de le faire avec une station automatisée. Et le logiciel pour être capable de générer un certificat de calibration d'une façon automatisée. Ça, bien entendu, c'est la première portion de ma réponse. La deuxième portion, c'est qu'on va peut-être faire référence, exemple, si on a un Saint-Gaz, un appareil qui a Saint-Gaz. Donc, on a le H2S, le CO, O2, LEL, mais on a un troisième toxique qui peut être du chlore, qui peut être de l'ammoniac. Il faut comprendre, c'est que la plupart des manufacturiers aujourd'hui ont ce qu'on appelle la technologie des capteurs intelligents. Capteur intelligent, ce que c'est simplement, c'est qu'on peut effectivement remplacer le capteur, OK, d'une façon rapide. Et dans le capteur, si on veut, il y a un petit PC board dont toutes les données sont déjà préenregistrées. Donc, c'est un peu comme, en fait, ready to go. On va swapper le sensor, bien entendu, mais il ne faut pas oublier qu'il faut procéder à une calibration complète parce qu'on doit recalibrer ce nouveau capteur-là. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que oui. On a un autre. On a à quelle fréquence dois-je faire les bump tests? Par exemple, j'utilise un détecteur 2 fois par an. OK. Ça, c'est une bonne question, effectivement. Comme j'ai mentionné tantôt, au niveau calibration, il faut toujours suivre les recommandations du manufacturier. Comme vous le disiez tantôt, certains manufacturiers vont recommander de faire un étalonnage ou une calibration à tous les 30 jours. Dans notre cas, avec les produits BW, c'est aux 180 jours. Donc, c'est aux 6 mois. Ça, c'est la recommandation du manufacturier. Au niveau d'un pump test, c'est avant chaque jour d'utilisation. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous en servez 2 fois par année, bien entendu, si vous prévoyez avoir un espace clos, ce que je recommanderais, c'est que, bien entendu, la veille de vos travaux en espace clos, que vous procédiez à la vérification de votre appareil pour ne pas être prêt à la dernière minute. Donc, ce que je conseillerais, c'est que si ça fait 4 mois que vous n'en êtes pas utilisé, probablement que la calibration va être due. Donc, quand vous allez ouvrir votre détecteur la veille, vous allez devoir procéder à une calibration pour remettre la calibration à jour à 180 jours. Par la suite, on va effectuer un test de fonctionnalité. Hein? Comme j'ai mentionné tantôt, on fait toujours les deux, calibration suivie d'un bon test. Pourquoi? Parce qu'une calibration, je fais un ajustement, alors qu'un bon test, je teste la rapidité de lecture. Qu'est-ce que je conseille, c'est de faire ça la veille. Le lendemain matin, avant le début des travaux, on va réactiver notre détecteur et on va refaire un bon test, tout simplement. Donc, encore une fois, un bon test, c'est 15 secondes. Donc, il faut faire un bon test. Si les travaux durent, exemple, 2 chiffres, 16 heures, ce que je recommande, c'est simplement que le premier travailleur, le matin, il a fait son test de fonctionnalité ou son bon test, tout était beau. Sachez que vous avez certains détecteurs qui offrent même un LED vert de conformité à ce niveau-là, qui va indiquer que l'appareil est complètement conforme. Lorsque ça c'est terminé, le deuxième travailleur, OK, qui va se présenter l'après-midi, normalement, ne devrait pas prendre le détecteur du premier travailleur sans effectuer un bon test au préalable pour s'assurer que les capteurs sont en bonne santé, étant donné le danger d'empoisonnement, comme j'ai mentionné, des produits à base de silicone. Excellent. On a une autre, c'est une bonne question. Ai-je vraiment besoin d'un espace clos ou puis-je faire à l'ancienne en abaissant un détecteur sur une corde? OK.
Comme j'ai mentionné tantôt, l'importance, bien entendu, OK, d'un échantillonnage adéquat, c'est qu'on doit avoir une lecture en temps réel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les gens vont me dire, oui, mais mes détecteurs, si je prends, mettons, un détecteur en mode diffusion, donc qui n'est pas muni d'une pompe intégrée, je vais balancer, OK, au bout d'une corde dans un espace lot. Si l'appareil ne sonne pas, ça veut dire que je suis sécuritaire. Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la lecture en temps réel dans les mains. Rappelez-vous, exemple, le premier niveau d'alarme, l'alarme basse, OK, pour le HES, est à 10 ppm. Je peux descendre mon appareil, OK, dans le bas de l'espace lot. Ma lecture peut être à 8 ppm. Je ne suis pas en alarme, mais bien entendu, ça veut dire qu'il y a une présence potentielle de HES. Ça veut dire que lorsque les travailleurs vont pénétrer et qu'ils vont réellement, OK, marcher, OK, dans le bas, probablement qu'il va y avoir une forte concentration d'HES qui peut être émise. Donc, la meilleure façon, c'est toujours d'avoir un appareil avec une pompe intégrée motorisée. Une pompe motorisée, c'est parce que, comme j'ai mentionné, on respecte le 3 secondes par pied et le 45 secondes de stabilisation finale. Puis, à ce moment-là, ça nous permet une lecture en temps réel. C'est la meilleure recommandation, OK, qu'on fait aujourd'hui pour l'échantillonnage. On a des documents aussi, si jamais vous avez des besoins de documents à ce niveau-là. On a des notes techniques qu'on appelle, qu'on peut toujours vous fournir sans problème pour vous expliquer ou pour vous aider dans l'établissement de vos procédures d'entrée espace-là. OK, dernière chance pour des questions. Okay, je pense que c'est tout. Au nom de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. Nous sommes disponibles pour vous aider de quelque manière à que ce soit. Rendez-nous simplement visite sur itm.com pour tout ce dont vous avez besoin, y compris nos coordonnées. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage qui nous aimerons que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous proposer des sujets qui vous sont intéressants. Nous avons des webinaires à venir des semaines et mois à venir. Veuillez consulter la section formation à itm.com pour un calendrier complet des prochains webinaires. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui, votre nom sera inscrit sur un tirage pour gagner $100 pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de nous consulter. Mais merci Serge pour tout. Merci. Et bonne journée à tous. Merci. Merci.